À la fête, le millionnaire s'est moqué de la fille simple. Elle, venant de la campagne, est restée silencieuse. Mais elle s'est assise au piano et a fermé les yeux. Ce qu'elle a joué a fait lever tout le monde. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Nous continuons. Le manoir des Montclers, imposante construction dans les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, à Paris, scintillait comme un joyau dans la nuit parisienne. Des centaines de lumières illuminaient les jardins méticuleusement entretenus, tandis que des voitures de luxe défilaient à l'entrée circulaire, déposant des invités vêtus de tenues griffées. C'était la fête annuelle de la famille, événement qui réunissait la crème de la société française et qui, cette année-là, célébrait le 30e anniversaire de François Montclers, héritier du plus grand conglomérat technologique du pays. Lumière, champagne, sourires calculés et conversations superficielles remplissaient le salon principal. Des entrepreneurs discutaient de fusions millionnaires, des mondaines commentaient leur récent voyage en Italie et de jeunes héritiers exhibaient des montres coûteuses et des histoires de conquêtes douteuses. Au centre de tout, François circulait parmi les invités comme un prince dans son royaume, distribuant poignées de main et sourires étudiés, conscient que chacun de ses gestes était observé et commenté. Grand, athlétique, avec les yeux verts hérités de sa mère portugaise et les cheveux châtains foncés toujours impeccablement coiffés, François personnifiait le succès. Diplômé des meilleures universités internationales, il parlait 5 langues et avait récemment assumé la vice-présidence de Montclair Tech, l'entreprise familiale. Son charme calculé cachait une froideur cultivée dans les salons corporatifs et une vision du monde qui réduisait les personnes à des atouts ou des obstacles. « François, mon chéri, joyeux anniversaire !» s'exclama Patricia Montferrand, fille d'un sénateur et ex-petite amie du fêté, en l'embrassant sur la joue. 30 ans et toujours plus irrésistible. « Patricia, toujours charmante !» répondit-il, la tenant par la taille tandis que ses yeux scrutaient déjà la salle à la recherche d'autres invités importants. C'est à ce moment qu'il la vit. Une silhouette décalée, timidement arrêtée près de l'entrée du salon. Une femme qui n'appartenait pas à cet univers, comme une note dissonante dans une symphonie parfaitement exécutée. Élodie Dubois tenait une coupe de champagne d'une main légèrement tremblante, tentant de paraître naturelle tout en observant l'environnement autour d'elle. Sa robe bleue turquoise, achetée en promotion dans un grand magasin de Beaumont-sur-Mer, sa ville natale en Provence, contrastait avec les créations exclusives qui ornaient les autres femmes présentes. Ses cheveux noirs et ondulés étaient attachés en un chignon simple, sans les coiffures élaborées qui dominaient la salle. « Tu vas bien, Hello ?» demanda Amélie Poisson, son amie d'enfance et unique connexion avec ce monde. Amélie avait déménagé à Paris 10 ans plus tôt et travaillait maintenant comme attachée de presse de célébrité, ce qui lui garantissait l'accès à des événements comme celui-ci. « Je sais que j'ai promis que ce serait amusant, mais je vais bien, » mentit Élodie, souriant nerveusement. Juste un peu impressionnée. Impressionnée était un euphémisme. Élodie se sentait comme une intruse, une imposteur sur le point d'être découverte. Fille d'une professeure de piano et d'un commerçant local, elle avait grandi dans une maison simple mais pleine de musique. Son talent naturel pour le piano avait été cultivé par sa mère depuis l'enfance, et Élodie rêvait de faire de la musique sa profession. Pour l'instant, elle donnait des cours de piano à Beaumont-sur-Mer et se produisait occasionnellement lors d'événements locaux. La visite à Paris était son premier voyage hors de Provence. Amélie l'avait convaincue de venir, promettant de lui présenter des personnes intéressantes du milieu musical. Élodie n'avait jamais imaginé que cela signifierait une fête au manoir des Montclers. « Qui est-ce » demanda François à Raphaël Mercier, son meilleur ami depuis l'époque du lycée. Raphaël suivit le regard de François et sourit, ajustant les lunettes à fine monture qui complétaient son air intellectuel. Contrairement à son ami, Raphaël venait d'une famille de classe moyenne et avait conquis sa place dans la haute société grâce à son talent de pianiste classique. Maintenant, à 31 ans, il était l'un des musiciens les plus respectés du pays. « Je n'en ai aucune idée », répondit Raphaël. « Elle est probablement venue avec quelqu'un, pourquoi ? Intéressée par quelque chose de moins prévisible ?» provoqua-t-il, pointant discrètement vers Patricia,
qui conversait maintenant avec animation avec un groupe de mondaines. François rit, un son sans humour. Simplement curieux, elle semble si déplacée, comme si elle était entrée par terreur. Leurs yeux rencontrèrent ceux d'Élodie pendant un bref instant. Elle détourna rapidement le regard gêné, tandis qu'il maintenait son regard analytique, comme s'il évaluait une marchandise. « Je vais faire un tour, » dit Amélie à Élodie. « Je dois saluer quelques clients. Tu vas t'en sortir seule pendant quelques minutes ?» Avant qu'Élodie ne puisse protester, Amélie avait déjà disparu parmi les invités, la laissant complètement démunie. Respirant profondément, Élodie décida d'explorer les lieux. Elle marcha lentement à travers le salon, admirant les détails luxueux de la décoration, les lustres en cristal, les œuvres d'art au mur, les arrangements de fleurs exotiques. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas quand elle s'approcha d'un petit groupe où François était le centre d'attention. « Et alors j'ai dit au ministre que nous ne pouvions pas attendre plus longtemps pour l'incitation fiscale, » disait-il, tandis que les autres riaient poliment. « Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas ?» Élodie tenta de passer inaperçue, mais elle heurta un serveur qui faillit renverser son plateau de coupe. Le bruit attira l'attention du groupe et tous les regards se tournèrent vers elle. « Pardon », murmura-t-elle, sentant son visage brûler de honte. François l'observa avec un sourire condescendant. « Il semble que quelqu'un soit un peu désorienté », commenta-t-il, provoquant des rires contenus du groupe. « Les toilettes du personnel sont à l'étage inférieur, ma chère. » Élodie se sentit comme si elle avait reçu une gifle. Sa première impulsion fut de courir, de fuir cette humiliation, mais quelque chose en elle se rebella. Elle se redressa et regarda François directement dans les yeux. « Merci pour l'information, » dit-elle avec un calme qu'elle ne se connaissait pas. « Mais je suis invitée, pas employée. Bien que je crois qu'il n'y a aucun déshonneur à travailler honnêtement, chose que vous ne comprenez peut-être pas. » Un silence gêné tomba sur le groupe. François, peu habitué à être confronté, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, ressentit un mélange de colère et de curiosité. « Une invitée. Intéressant, » répondit-il, retrouvant sa composition. « Et qui vous aurait amené à ma fête d'anniversaire ?»« Moi, » dit Amélie, réapparaissant aux côtés de son amie. « Élodie est mon invitée, François, et une pianiste incroyable, soit ?» Dit en passant. François haussa les sourcils incrédule. « Pianiste? Vraiment? Et d'où vient ce talent ?»« De Beaumont-sur-Mer, » répondit Élodie, se sentant un peu plus confiante avec la présence d'Amélie. « Ma mère m'a enseigné depuis toute petite. »« Ah, la Provence, » dit François avec un ton légèrement moqueur. « Terre de la lavande et de quoi d'autre déjà? Je crois que pas grand-chose de plus. » Les rires autour la firent se sentir à nouveau diminuer. Raphaël, qui s'était approché du groupe, fronça les sourcils, visiblement gêné par le comportement de son ami. « En fait, » interrompit Raphaël, « la Provence a une tradition musicale très riche. Certaines des meilleures écoles de musique du pays s'y trouvent. » François lança un regard irrité à son ami, se sentant trahi. Avant qu'il ne puisse répondre, les accords doux d'un piano remplirent l'ambiance. Qu'au centre du salon, un pianiste engagé commençait sa présentation, jouant une mélodie classique qui captiva immédiatement l'attention d'Élodie. « Chopin, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Nocturne en mi bémol majeur. » Raphaël la regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous connaissez ? C'est l'une de mes pièces préférées, » répondit Élodie, oubliant momentanément l'hostilité de François. « Ma mère avait l'habitude de me la jouer avant que je m'endorme. » Tandis que la conversation continuait, François observait Élodie avec un mélange de dédain et de curiosité. Il y avait quelque chose en elle, une authenticité qui contrastait avec tout et tous autour de lui, qui le dérangeait profondément. C'était comme si sa simple présence remettait en question la validité du monde qu'il s'était construit. « Pourquoi? Ne nous montrez-vous pas votre talent alors ?» défia François, gesticulant en direction du piano. « Si vous êtes aussi bonne que votre ami l'affirme, vous ne verrez certainement pas d'inconvénient à nous gratifier d'une démonstration. » Élodie pâlit. Jouer en public n'était pas une nouveauté pour elle, mais le faire devant ce public intimidant, sous le regard critique de François, était quelque chose de complètement différent. « Ne sois pas ridicule, François, » intervint « Amélie, c'est complètement inapproprié. »« Pourquoi ?» insista-t-il avec un sourire provocateur.
Si elle est vraiment talentueuse, elle devrait profiter de l'opportunité. Après tout, combien de fois une pianiste de Beaumont-sur-Mer a-t-elle la chance de se produire devant un public aussi sélect? Élodie sentit l'humiliation brûler, dans sa poitrine, mêlée à une étincelle d'indignation. Elle regarda le piano au centre du salon, les personnes autour, le sourire arrogant de François. Et alors, elle prit une décision qui changerait sa vie à jamais. « Très bien, dit-elle, surprenant tout le monde, y compris elle-même. J'accepte votre défi. » Un silence expectant s'empara du salon tandis qu'Élodie marchait vers le piano à queue. Le pianiste engagé, percevant ce qui se passait, interrompit sa présentation et s'éloigna avec un signe poli. Élodie le remercia avec un sourire nerveux. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner sur les marbres luisants. Elle sentait les regards curieux, les sourcils levés, les sourires ironiques. Le salon, auparavant rempli de conversations animées, observait maintenant en silence l'intruse qui osait accepter le défi de l'hôte. Amélie retint sa respiration, partagée entre la fierté pour le courage de son amie et la crainte qu'Élodie puisse s'exposer à une situation embarrassante. Raphaël observait avec une curiosité sincère, tandis que François maintenait un sourire de supériorité, certain qu'il assisterait à un spectacle de médiocrité qui confirmerait ses préjugés. En s'asseyant devant le magnifique Steinway & Sons, Élodie sentit un frisson. Cet instrument valait plus que tout ce que sa famille possédait. Elle toucha légèrement les touches, les testant, se familiarisant avec leur toucher. Le piano répondit avec une sensibilité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant, très différente du vieux piano droit sur lequel elle pratiquait quotidiennement à Beaumont-sur-Mer. « Elle va vraiment le faire », chuchota une femme à François. « Qui est cette personne ?»« Personne, répondit-il, gardant les yeux fixés sur Élodie. Juste une distraction momentanée. Élodie respira profondément, ferma les yeux un moment et, quand elle les rouvrit, elle ne voyait plus le salon luxueux ni les visages jugeants. Elle ne voyait que le piano, son compagnon depuis l'enfance, son refuge, sa voix la plus véritable. Ses mains se posèrent sur les touches et, sans aucune hésitation, commencèrent à danser. Les premiers accords d'une composition complexe et peu connue remplirent l'ambiance. Ce n'était ni Chopin, ni Mozart, ni aucun autre compositeur que les présents pourraient reconnaître immédiatement. C'était une pièce rare, presque oubliée, qu'elle avait apprise avec sa mère. La mélodie commença douce, presque mélancolique, comme une rivière aux eaux calmes qui gagne progressivement en force. Les doigts d'Élodie bougeaient avec précision et passion, extrayant de l'instrument des sons qui racontaient une histoire. Son histoire, l'histoire de ses racines, de ses rêves, de son amour pour la musique qui transcendait toute barrière sociale. Au début, les invités échangèrent des regards confus, incapables de contextualiser ce qu'ils entendaient. Mais à mesure que la musique avançait, devenant plus complexe et émotive, quelque chose commença à changer dans l'ambiance. Les conversations cessèrent complètement. Les coupes de champagne furent oubliées. Les sourires condescendants disparurent. Raphaël fut le premier à percevoir la transformation. Connaisseur profond de musique classique, il reconnut non seulement le talent extraordinaire d'Élodie, mais aussi la rareté de la pièce qu'elle exécutait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'admiration. « Incroyable », murmura-t-il pour lui-même, incapable de détourner le regard des mains agiles de la pianiste. François, quant à lui, sentit quelque chose d'étrange se produire en lui. La musique l'atteignait d'une façon qu'il ne comprenait pas, réveillant des émotions longtemps endormies. Il y avait quelque chose dans cette mélodie, quelque chose de familier et en même temps distant, qui le dérangeait profondément. La composition atteignit son apogée, avec Élodie explorant tout le potentiel du piano, se déplaçant du grave à l'aigu avec une fluidité impressionnante. Sa posture avait complètement changé. Ce n'était plus la femme timide et déplacée, mais une artiste en pleine maîtrise de son art, confiante et passionnée. Quand la dernière note résonna dans le salon, s'ensuivit un moment de silence absolu. Élodie resta immobile, les yeux fermés, les mains encore posées sur les touches, comme si elle craignait que l'enchantement ne se brise au moindre mouvement. Ce fut Raphaël qui initia les applaudissements, suivi immédiatement par une explosion d'applaudissements enthousiastes
qui remplirent l'ambiance. Les invités, beaucoup avec des larmes aux yeux, applaudissaient debout, saisis par une émotion sincère qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps dans ce type d'événement social. Élodie ouvrit les yeux, surprise par la réaction. Elle se leva timidement et fit une petite révérence, le visage rougi d'émotion. Amélie courut vers elle, l'embrassant avec force. « Mon Dieu, Élo, c'était... Je n'ai pas de mots. » Parmi les applaudissements, un homme d'âge moyen, élégamment, vêtu et avec un air d'autorité, s'approcha. C'était René Valmont, l'un des producteurs musicaux les plus respectés de France, connu pour découvrir et cultiver de nouveaux talents. « Mademoiselle, dit-il, tendant la main à Élodie, permettez-moi de me présenter. Je suis René Valmont. » Élodie serra sa main, encore étourdie par tout ce qui se passait. « Élodie Dubois, » répondit-elle automatiquement. « Mademoiselle Dubois, en 20 ans dans ce domaine, j'ai rarement assisté à quelque chose d'aussi extraordinaire que votre présentation ce soir, » continua René, avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « J'aimerais beaucoup discuter avec vous de quelques possibilités professionnelles. J'ai un studio à Paris, et nous sommes toujours à la recherche de talents authentiques comme le vôtre. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela ne pouvait pas arriver. Un producteur comme René Valmont intéressé par son travail, c'était comme si tous ses rêves les plus impossibles étaient soudainement à portée de main. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, regardant Amélie pour confirmation que tout cela était réel. « Dis oui, » chuchota Amélie souriant. Pendant ce temps, de l'autre côté du salon, François observait la scène avec une expression indescriptible. Le dédain initial avait cédé la place à quelque chose de beaucoup plus complexe, un mélange de surprise, de confusion et une sensation gênante de familiarité qu'il ne pouvait expliquer. « Cette musique, dit-il à Raphaël qui s'était approché, je la connais de quelque part. » Raphaël acquiesça tout aussi intrigué. « C'est une composition très rare, Lamentation des eaux, de Cécile Moncler. » François pâlit en entendant le nom. Cécile Moncler, sa grand-mère, la célèbre pianiste qui avait abandonné une carrière internationale prometteuse pour épouser son grand-père et qui, des années plus tard, avait composé quelques pièces qui n'avaient jamais été largement diffusées. « Comment connaît-elle cette pièce ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Raphaël. « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » répondit Raphaël, se dirigeant déjà vers Élodie, qui était maintenant entourée d'invités curieux et admiratifs. François resta en arrière, soudainement mal à l'aise dans sa propre fête. La musique de sa grand-mère, interprétée par cet inconnu de Beaumont-sur-Mer, avait éveillé des souvenirs et des sentiments qu'il croyait avoir enterrés depuis longtemps. Des souvenirs d'enfance inondèrent de son esprit. Sa grand-mère. Assise au piano dans la maison de campagne familiale à Mégève, jouant cette même mélodie, tandis que lui, encore enfant, écoutait fasciné. L'odeur du café fraîchement préparé dans la cuisine, le crépitement de la cheminée, la voix douce de Cécile expliquant l'histoire derrière la composition. « Cette musique raconte l'histoire d'un amour impossible, François, » disait-elle. « De quelqu'un qui a dû choisir entre suivre son cœur ou répondre aux attentes des autres. J'espère que tu n'auras jamais à faire ce choix. » Mais il l'avait fait. Après le départ de sa grand-mère, pressé par son père à suivre les pas de la famille dans les affaires, François avait abandonné son propre amour pour la musique. Le piano qu'il jouait avec passion à l'adolescence avait été progressivement remplacé par des tableurs financiers et des réunions de conseil. Et avec le temps, il s'était convaincu que cela avait été le bon choix, que la musique n'était qu'un passe-temps juvénile, pas un vrai chemin. Jusqu'à cette nuit, jusqu'à entendre Élodie Dubois jouer « Lamentation des eaux » avec une âme qu'il ne possédait plus lui-même. Pendant ce temps, Élodie tentait de traiter tout ce qui se passait. René Valmont lui avait remis sa carte, lui demandant de le contacter le lendemain pour discuter des détails. « Je suis certain que nous pouvons travailler à quelque chose de très spécial ensemble, » avait-il dit avant de s'éloigner pour répondre à un appel. « Tu vas bien ?» demanda Amélie, remarquant que son ami semblait un peu pâle. « Je crois que oui, » répondit Élodie. « C'est juste que tout cela semble irréel. Je suis venu à Paris en espérant rencontrer quelques-uns de tes contacts, peut-être obtenir quelques cours particuliers de piano, et maintenant tu es sur le point de commencer une vraie carrière, » compléta Amélie, serrant sa main. « J'ai toujours su que cela arriverait, Élo.
Ton talent est trop grand pour rester. Caché à Beaumont-sur-Mer. Élodie sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Elle pensait à sa mère, à sa vie simple et tranquille, aux élèves qui l'attendaient un lundi. Comment serait-il possible de concilier ce nouveau monde qui s'ouvrait avec tout ce qu'elle connaissait et aimait? Ses pensées furent interrompues par l'approche de Raphaël Mercier, qui l'observait avec un intérêt sincère. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il poliment. « Permettez-moi de me présenter formellement. Je suis Raphaël Mercier. »« Le pianiste ?» demanda Élodie, reconnaissant immédiatement le nom. « J'ai écouté vos interprétations de Debussy. Elles sont extraordinaires. » Raphaël sourit, agréablement surpris. « C'est très gentil, mais après ce que je viens d'entendre, je me sens comme un simple étudiant devant un maître. » Élodie rougit à l'éloge sincère. « J'imagine je ne suis qu'une professeure de piano de province. »« Une professeure qui connaît Lamentation des eaux », observa Raphaël, étudiant sa réaction. Une pièce pratiquement inconnue d'une compositrice dont peu se souviennent. Le visage d'Élodie s'illumina. « Vous connaissez la composition. Presque personne ne la reconnaît. C'est ma mère qui me l'a enseignée. Elle disait que c'était la plus belle pièce qu'elle ait jamais entendue, mais elle ne m'a jamais expliqué. Comment elle l'avait connue ?» Raphaël allait répondre quand il remarqua François qui s'approchait. Le visage de son ami avait complètement changé. L'air de supériorité avait cédé la place à une expression sérieuse, presque vulnérable. « Mademoiselle ?»« Dubois », dit François, la voix dépourvue du ton moqueur d'avant. « Je dois m'excuser pour mon comportement antérieur. C'était inapproprié. » Élodie le regarda, surprise par le changement. Il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant. Un mélange de curiosité, de confusion et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait identifier. « J'accepte vos excuses, » répondit-elle, gardant sa dignité. « Nous commettons tous des erreurs de jugement. »« Puis-je demander, » continua François, hésitant d'une façon que Raphaël n'avait jamais vue auparavant, « où avez-vous appris cette pièce ?»« Avec ma mère, Céline Dubois. Elle est professeure de piano à Beaumont-sur-Mer. »« Et elle, comment a-t-elle connu la composition ?» Élodie haussa les épaules. « Elle ne me l'a jamais exactement dit. Chaque fois que je demande, elle dit seulement que c'était un cadeau de quelqu'un de très spécial il y a de nombreuses années. » François et Raphaël échangèrent des regards significatifs. Il y avait un mystère là, une connexion inattendue entre la jeune pianiste de Beaumont-sur-Mer et la grand-mère de François. Une connexion qui, d'une certaine façon, semblait destinée à changer le cours de leur vie. Le matin suivant arriva avec l'intensité typique de Paris. De la fenêtre de l'appartement d'Amélie, dans le quartier du Marais, Élodie observait la ville s'éveiller. Une fourmilière humaine qui ne dormait jamais vraiment, si différente du rythme calme et prévisible de Beaumont-sur-Mer. Le ciel grisâtre contrastait avec le bleu limpide qu'elle était habituée à voir de sa fenêtre. « Tous les matins, tu as bien dormi ?» Tiens, demanda Amélie, tendant à son amie une tasse de café fraîchement préparée. Élodie accepta la boisson avec un sourire fatigué. « Je n'ai presque pas dormi. J'ai passé la nuit à repasser tout dans ma tête, essayant de croire que c'est réellement arrivé. »« Crois-moi, c'est arrivé, » rit Amélie, s'asseyant à la table de la petite terrasse. « Et de ce que je connais de René Valmont, il ne fait pas d'offre par impulsion. S'il a montré de l'intérêt, c'est parce qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. »« En toi !» Élodie soupira, regardant la carte du producteur qu'elle avait soigneusement placée sur la table. « Que vais-je dire à ma mère, à mes élèves? Je ne peux pas simplement tout abandonner et déménager à Paris. »« Pourquoi pas? Ta mère a toujours voulu te voir réaliser ton potentiel. Et quant aux élèves, d'autres professeurs peuvent prendre le relais. »« Ce n'est pas si simple, » protesta Élodie. « J'ai des responsabilités, une vie construite là-bas, et nous ne savons même pas exactement ce que René propose. » Amélie acquiesça, comprenant les hésitations de son amie. « C'est pourquoi nous allons l'appeler maintenant et découvrir. Ensuite, tu parleras avec ta mère et tu prendras une décision. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, mademoiselle Dubois, c'est Raphaël Mercier. J'aimerais discuter de votre présentation. D'hier et si possible, de l'origine de la pièce que vous avez jouée. Pourriez-vous me rencontrer pour un café aujourd'hui? C'est important. » Élodie montra le message à Amélie, qui haussa les sourcils, surprise. « Raphaël Mercier voulant fixer un rendez-vous avec toi, ça devient de plus en plus intéressant, » commenta Amélie avec un sourire suggestif. « Ce n'est pas un rendez-vous, » corrigea Élodie, sentant son visage rougir. «
Il semblait vraiment intrigué par la musique de ma mère. C'est juste une conversation professionnelle. Bien sûr, provoqua Amélie. Et François Moncler s'excusant en public était aussi juste un geste professionnel, n'est-ce pas? Élodie leva les yeux au ciel, mais ne put éviter un petit sourire. Le changement dans l'attitude de François après sa présentation avait été drastique et inexplicable. Le mépris initial s'était transformé en quelque chose proche du respect, peut-être même de l'admiration. Mais il y avait plus, une curiosité presque désespérée sur l'origine de la musique qu'elle avait jouée. « Je vais rencontrer Raphaël », décida Élodie, tapant une réponse. « Ensuite, nous appellerons. » René, un pas à la fois. 2 heures plus tard, Élodie était assise dans un café charmant du quartier du Marais, attendant nerveusement Raphaël. Elle portait des vêtements simples, un jean, un t-shirt blanc et une veste légère, sentant encore décalée parmi les Parisiens stylés qui fréquentaient le lieu. Raphaël arriva ponctuellement, apportant avec lui une pochette en cuir. Il salua Élodie d'un baiser sur la joue et s'assit en face d'elle, commandant un espresso au serveur qui s'approcha. « Merci d'être venu, » dit-il souriant. « J'espère ne pas perturber vos plans. »« Pas du tout, » répondit Élodie. « En fait, je suis curieuse. Pourquoi tant d'intérêt pour la pièce que j'ai jouée ?» Raphaël ouvrit la pochette et en retira quelques feuilles jaunies par le temps, des partitions manuscrites avec des annotations dans les marges. « Parce que Lamentation des eaux n'est pas une composition ordinaire, » expliqua-t-il, faisant glisser les partitions vers Élodie. Elle a été composée par Cécile Moncler en 1975 et n'a jamais été officiellement publiée. Élodie examina les partitions avec une fascination croissante. C'était, sans aucun doute, la même composition que sa mère lui avait enseignée avec de petites variations. « Cécile Moncler », murmura-t-elle, le nom sonnant vaguement familier. Qui était-elle? La grand-mère de François, répondit Raphaël, observant attentivement la réaction d'Élodie. L'une des pianistes les plus talentueuses de sa génération, elle était, au sommet de sa carrière, sur le point de commencer une tournée internationale, quand elle a brusquement tout abandonné pour épouser Édouard Moncler, patriarche de la famille et grand-père de François. Élodie écarquilla les yeux, traitant l'information. « Alors la musique que j'ai jouée hier soir a été composée par la grand-mère de l'hôte de la fête. Oui, compléta Raphaël, une pièce que très peu de personnes connaissent, qui n'a jamais été enregistrée commercialement ou incluse dans des récitals publics après 1975. Ça n'a pas de sens, dit Élodie, confuse. Comment ma mère pourrait-elle connaître cette composition? Nous sommes d'une famille simple, sans aucune connexion avec les Moncler. Raphaël se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table. C'est exactement ce que nous essayons de comprendre. François a été perturbé en vous entendant jouer. La musique a une signification émotionnelle profonde pour lui, liée à des souvenirs d'enfance avec sa grand-mère. Élodie ressentit une soudaine vague de culpabilité. Je n'avais pas l'intention de causer de l'inconfort. Si j'avais su... Non, interrompit Raphaël. Vous n'avez rien fait de mal. En fait, ce qui s'est passé hier était extraordinaire à plusieurs niveaux. François, il jouait du piano, vous savez. Il était extrêmement talentueux à l'adolescence, mais il a abandonné la musique pour suivre les affaires de la famille. « Il jouait ?» demanda Élodie, surprise. Rien dans le comportement arrogant et calculateur de François ne suggérait un passé lié à la musique. Raphaël acquiesça. Cécile l'a enseigné, mais après son décès, quand François avait 16 ans, quelque chose a changé. Son père, Charles, a insisté sur le fait que la musique était un passe-temps, pas une carrière adéquate pour l'héritier des Moncler. Élodie comprit immédiatement la tragédie implicite dans cette histoire. Un talent étouffé, une passion abandonnée. Au nom des attentes familiales, quelque chose dans son cœur se serra en imaginant le jeune François forcé de choisir entre sa véritable vocation et l'héritage familial. « C'est triste », commenta-t-elle, repassant mentalement les notes de Lamentation des eaux. La pièce semble raconter cette histoire, n'est-ce pas? La mélancolie dans les premières phrases, la tension croissante au milieu, comme s'il y avait un conflit interne, et puis cette résolution qui ne sonne jamais complètement satisfaisante, comme un compromis douloureux. Raphaël la regarda avec admiration.
Exactement, peu perçoivent cette narration dans la composition. Vous avez une sensibilité rare, Élodie. Elle rougit légèrement à l'éloge. C'est juste ce que je ressens quand je joue. Ma mère a toujours dit que la musique n'est pas seulement à propos des notes, mais de l'histoire qu'elle raconte. Votre mère semble être une femme sage, observa Raphaël, et cela nous ramène à la question centrale. Comment a-t-elle connu cette pièce? Élodie soupira, souhaitant avoir une réponse. Chaque fois que je demande, elle élude. Elle dit seulement que c'était un cadeau de quelqu'un de spécial, à une époque difficile de sa vie. Elle n'a jamais voulu entrer dans les détails. Raphaël resta pensif un moment. Quel âge a votre mère, Élodie? 57 ans. Un calcul rapide se forma dans l'esprit de Raphaël. Alors elle avait environ 8 ans quand la pièce a été composée, trop jeune pour avoir connu Cécile personnellement pendant sa carrière. Mais peut-être après? Vous pensez que ma mère et la grand-mère de François se sont connues? Demanda Élodie, trouvant l'idée de plus en plus plausible. Cela expliquerait comment elle a appris la composition. C'est une possibilité, convint Raphaël. Mais pourquoi le secret? Pourquoi votre mère n'a-t-elle jamais raconté l'histoire complète? Avant qu'Élodie ne puisse spéculer, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, cette fois d'un numéro différent. Mademoiselle Dubois, c'est François Monclerc. Je voudrais m'excuser à nouveau pour mon comportement d'hier. Plus que cela, j'aimerais discuter de votre interprétation de Lamentation des eaux. J'ai quelques questions importantes. Pourriez-vous dîner avec moi ce soir? J'enverrai une voiture vous chercher. Élodie fixa l'écran du téléphone avec un mélange de surprise et d'appréhension. Une invitation à dîner avec François Monclerc, l'homme qui, moins de 24 heures auparavant, l'avait traité avec tant de dédain. C'est lui, n'est-ce pas? Demanda Raphaël, remarquant l'expression sur le visage d'Élodie. Elle acquiesça, montrant le message. Vous devriez accepter, suggéra Raphaël. François s'intéresse rarement autant à quelque chose ou quelqu'un. Quoi qu'il se passe, c'est important pour lui. Je ne sais pas, hésita Élodie. Je dois encore appeler René Valmont, et je ne me sens pas à l'aise avec l'idée de dîner seul avec François. Raphaël sourit avec compréhension. Je comprends votre hésitation, mais croyez-moi, François n'est pas le monstre qu'il a semblé être hier. Cette arrogance est une façade, une armure qu'il a construite au fil des ans. Une armure contre quoi? Demanda Élodie, sincèrement curieuse. Contre la vulnérabilité, répondit Raphaël. Contre la peur de ne pas correspondre aux attentes, de ne pas être l'héritier parfait que son père désire. Au fond, François est quelqu'un qui a renoncé à ses propres rêves pour porter le poids d'un héritage qu'il n'a jamais demandé. Élodie resta silencieuse, considérant les paroles de Raphaël. Il y avait une part d'elle qui voulait mieux comprendre cette histoire, découvrir la connexion entre sa mère et Cécile Monclerc, comprendre pourquoi la musique qu'elle avait apprise depuis l'enfance avait causé un tel impact sur François. « D'accord », décida-t-elle finalement, tapant une réponse. « Je dînerai avec lui. Mais d'abord, je dois appeler René. » Raphaël sourit, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Excellente décision. Et quant à René, eh bien, il semble que votre vie soit sur le point de changer radicalement, Élodie Dubois. Pour le meilleur ou pour le pire ?» questionna-t-elle, un léger tremblement dans la voix. « Seul le temps nous le dira, répondit Raphaël, mais quelque chose me dit que vous êtes exactement où vous devriez être. » Pendant ce temps, dans le bureau de Monclerc Tech, François fixait l'écran de son téléphone, attendant anxieusement la réponse d'Élodie. Son comportement intriguait même ses assistants les plus proches, habitués à le voir complètement concentré sur les affaires, surtout un lundi. « Des nouvelles importantes, monsieur ?» demanda sa secrétaire, Caroline, en entrant dans la pièce avec quelques documents qui nécessitaient sa signature. « Pas exactement, Caroline, » répondit-il distraitement. « J'attends simplement la confirmation d'un dîner. » Caroline haussa les sourcils, surprise. François montrait rarement autant d'intérêt pour les engagements sociaux, surtout après un grand événement comme sa fête d'anniversaire. Le téléphone vibra, et François le saisit presque. Un sourire discret se forma sur ses lèvres en lisant la réponse d'Élodie acceptant l'invitation à dîner. « De bonnes nouvelles, apparemment, » commenta Caroline. « Oui, » confirma François, reportant son attention sur les documents. « Réservez une table au crayon pour ce soir, s'il vous plaît, et demandez au chauffeur de prendre Mademoiselle Dubois à l'adresse que je vais envoyer.
à 19h30. Bien sûr, monsieur, répondit Caroline, prenant des notes. Autre chose? François hésita, chose rare dans son comportement généralement décisif. Oui. Vérifiez dans les archives de ma grand-mère toute mention d'une femme nommée Céline. Céline Dubois. Ce doit être quelque chose des années 70 ou 80. Caroline acquiesça, intriguée, mais trop professionnelle pour montrer sa curiosité. Immédiatement, monsieur. Quand il fut à nouveau seul, François ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau et en retira un petit album de photographies. C'était l'un des rares objets personnels qu'il gardait dans son bureau. Il le feuilleta lentement, jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Une photographie de sa grand-mère Cécile, assise au piano, souriant, avec une expression de pur bonheur qui contrastait avec les souvenirs qu'il avait d'elle dans les dernières années de sa vie. « Qu'essaies-tu de me dire, grand-mère » murmura François, passant doucement les doigts sur l'image. « Qui est Élodie Dubois et pourquoi? Connaît-elle ta musique la plus secrète ?» Le téléphone de la ligne directe sonna, interrompant ses pensées. C'était Raphaël. « Elle a accepté » dit François sans préambule en répondant. « Je sais » répondit Raphaël. « J'étais avec elle quand elle a reçu ton message. Et elle est aussi intriguée que toi. Sa mère n'a jamais expliqué comment elle a connu la composition, a seulement dit que c'était un cadeau de quelqu'un de spécial. » François fronça les sourcils. « Un cadeau? De qui? Grand-mère ne partageait jamais ses compositions avec des étrangers. C'est exactement pourquoi je dois te prévenir de quelque chose, continua Raphaël, son ton devenant plus sérieux. Élodie va appeler René Valmont aujourd'hui. Il a été impressionné par elle hier et a offert une sorte de contrat. C'est bon pour elle, je suppose, répondit François, sentant une étrange pointe de déception. René a bon œil pour les talents. Oui, mais tu sais comment ce monde fonctionne. Si elle signe avec lui, sa vie changera complètement. Tournée, enregistrement, interview. Peut-être n'y aura-t-il pas de temps pour enquêter sur la connexion avec ta grand-mère. François ne répondit pas immédiatement. L'idée d'Élodie, Dubois étant absorbé par l'industrie musicale, s'éloignant avant qu'il ne puisse découvrir la vérité sur sa connexion avec sa grand-mère, le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Que suggères-tu que je fasse » demanda-t-il finalement. « Sois honnête avec elle, répondit Raphaël. Parle-lui de ta grand-mère, de la signification de cette musique. Élodie a une sensibilité rare, François. Elle a compris la narration émotionnelle de la composition sans jamais avoir connu l'histoire derrière elle. » François ferma l'album de photographies, prenant une décision. « Merci pour le conseil, Raphaël, et pour être avec elle aujourd'hui. » Ce n'était rien. Juste, ne gâche pas tout à nouveau, d'accord? Elle mérite mieux que ton dédain. « Je ne vais pas gâcher, promit François, un nouveau sentiment grandissant en lui, quelque chose proche de l'espoir. Ce soir, je vais découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Le restaurant du Crillon, au cœur de Paris, était l'épitomée de l'élégance parisienne. Avec sa décoration sobre, son éclairage intimiste et un service impeccable, l'établissement était fréquenté par l'élite de la ville, entrepreneurs, politiciens, artistes consacrés. Élodie sentit un frisson au creux du ventre en descendant de la voiture envoyée par François, consciente que sa robe simple, bien que jolie, contrastait avec le luxe environnant. Le maître d'hôtel la reçut avec une courbette polie. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Montclair vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Suivant l'homme entre les tables élégamment disposées, Élodie sentait les regards curieux des autres clients. Elle se demanda combien d'entre eux avaient été à la fête la veille, témoins de sa performance improvisée, et spéculait maintenant sur sa présence ici, à un dîner avec l'un des célibataires les plus convoités de la haute société parisienne. François se leva dès qu'il la vit approcher. Il portait un costume bleu marine fait sur mesure qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Sans le contexte de la fête et l'arrogance initiale, Élodie ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « Merci d'avoir accepté mon invitation. »« Vous pouvez m'appeler Élodie », répondit-elle, s'asseyant avec précaution, essayant de se rappeler les règles d'étiquette que sa mère lui avait enseignées. « Seulement si vous m'appelez François », sourit-il, retournant à sa place. « J'espère que vous aimez le vin rouge. J'ai commandé un Malbec argentin que je pense que vous apprécierez. » Le sommelier s'approcha, présenta la bouteille et servit une petite quantité à François pour qu'il goûte.
Après son approbation, il servit les 2 verres. « À la musique !» porta-t-il un toast, levant son verre. « À la musique !» répondit Élodie, touchant légèrement son verre au sien et prenant une petite gorgée. Le vin était exceptionnel, qu'avec des notes de fruits rouges et une finale veloutée qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Un silence momentané s'installa entre eux. Élodie remarqua que François semblait différent, plus accessible, presque vulnérable. Les yeux verts qui la veille l'avaient évalué avec froideur transmettaient maintenant une curiosité sincère, peut-être même une certaine anxiété. « Avant, tout, commença-t-il, je veux m'excuser à nouveau pour mon comportement lors de la fête. C'était impardonnable. J'ai déjà accepté vos excuses, répondit Élodie, surprise par son propre calme. Nous avons tous des mauvais jours. Ce n'était pas un mauvais jour, admit François, jouant avec sa serviette. C'était de l'arrogance, du préjugé, de la stupidité. Choisissez le terme que vous préférez. Élodie sourit légèrement. J'apprécie votre honnêteté, mais j'imagine que vous ne m'avez pas invité à dîner uniquement pour vous excuser. Non, confirma François, son regard s'intensifiant. Je veux savoir comment vous connaissez Lamentation des eaux. Élodie prit une autre, gorgée de vin, organisant ses pensées. Comme je l'ai dit hier, je l'ai apprise avec ma mère. Elle m'a enseigné le piano depuis l'âge de 5 ans. Cette pièce en particulier a toujours été spéciale pour elle. Et elle n'a jamais expliqué comment elle l'a connue, d'où venait la partition. Seulement des fragments, répondit Élodie, se rappelant les rares occasions où sa mère avait mentionné le sujet. Elle disait que c'était un cadeau de quelqu'un qu'elle a connu à un moment difficile, quelqu'un qui l'a aidé à redécouvrir la beauté de la vie à travers la musique. François se pencha en avant, complètement absorbé. Quand exactement? Cela s'est-il passé? Quel âge avait votre mère? Elle devait avoir 16 ou 17 ans, calcula Élodie. Vers 1984, 1985 peut-être. Le visage de François s'illumina d'une compréhension soudaine. 1984. Ma grand-mère passait des séjours à Beaumont-sur-Mer à cette époque. Elle y avait une petite maison où elle allait composer quand elle avait besoin de paix. Votre grand-mère était Cécile Monclerc, affirma Élodie, connectant les points après sa conversation avec Raphaël, la compositrice de Lamentation des eaux. Oui, confirma François, une lueur d'émotion dans ses yeux. L'une des pianistes les plus talentueuses de sa génération. Elle a abandonné une carrière internationale pour épouser mon grand-père. Pourquoi? Demanda Élodie, sincèrement curieuse. François haussa les épaules. L'amour, je suppose, ou du moins c'est ce qu'on nous a toujours raconté. Mais il y avait des moments où je la surprenais à regarder l'horizon avec une expression nostalgique, comme si une partie d'elle était restée en arrière avec sa carrière. Le serveur s'approcha, interrompant momentanément la conversation pour prendre leur commande. François recommanda le risotto aux crevettes et Élodie, peu familière avec le menu sophistiqué, accepta la suggestion. Alors, continua-t-elle, quand ils furent à nouveau seuls, vous pensez que ma mère et votre grand-mère se sont connus à Beaumont-sur-Mer? Cela semble être l'explication la plus logique, convint François. Mais pourquoi le secret? Pourquoi votre mère n'a-t-elle jamais raconté l'histoire complète? Élodie soupira. Je ne sais pas. Ma mère a toujours été réservée sur certaines parties de son passé. Je sais qu'elle a perdu ses parents très jeunes et a été élevée par une tante. Peut-être que la période où elle a connu votre grand-mère est liée à des souvenirs douloureux. Ou peut-être, suggéra François, une lueur de suspicion dans ses yeux, y a-t-il plus dans cette histoire que nous n'imaginons? Élodie haussa les sourcils. Que voulez-vous dire? François hésita comme s'il mesurait ses mots. Ma grand-mère avait aussi ses secrets. Après avoir abandonné sa carrière, elle jouait rarement en public. Mais elle a continué à composer en privé, créant des pièces que très peu de personnes connaissaient. Comme Lamentation des eaux, observa Élodie. Exactement, confirma François. C'était l'une de ses dernières compositions avant de partir. J'avais 16 ans à l'époque et je me souviens de l'avoir entendue jouer cette pièce à répétition dans les derniers mois, comme si elle essayait d'exorciser quelques fantômes à travers les notes. Quelque chose dans la façon dont François parlait toucha Élodie profondément. Il y avait une douleur sincère dans sa voix, une vulnérabilité qui contrastait complètement avec l'homme arrogant de la fête. Vous jouez aussi du piano.
commenta-t-elle, se souvenant de ce que Raphaël avait mentionné. François parut momentanément surpris. « Raphaël vous l'a dit ?»« Oui, il a dit que vous étiez talentueux. » Un sourire triste courba les lèvres de François. « Je l'étais au passé. Je ne joue plus depuis plus de 10 ans. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, bien qu'elle suspectât déjà la réponse. « Parce que c'est ce qu'on attend de l'héritier. »« Des Montclair, » répondit-il avec une amertume à peine déguisée. « Diriger des entreprises, conclure des affaires, étendre l'empire. Il n'y a pas de place pour des frivolités. »« La musique n'est pas une frivolité, » protesta Élodie, un léger ton d'indignation dans sa voix. « C'est l'expression la plus pure de l'âme humaine. » C'était exactement les mots de ma grand-mère, commenta François, la regardant avec un intérêt renouvelé. Elle disait que la musique était le langage de l'âme et que jouer du piano était comme converser directement avec l'univers. Élodie sourit. Ma mère dit quelque chose de similaire, que quand nous jouons du fond du cœur, nous ne produisons pas seulement des sons, nous racontons des histoires que les mots ne peuvent exprimer. Votre mère semble être une femme remarquable, observa François. Elle l'est, confirma Élodie avec fierté. Elle m'a élevé seule, a travaillé sans relâche pour me donner une bonne éducation et n'a jamais laissé nos difficultés financières diminuer notre amour pour la musique. Leach. Serveur revint avec les plats, interrompant à nouveau la conversation. Le risotto était magnifique, avec des crevettes parfaitement préparées et un arôme d'herbes fraîches qui fit fermer les yeux d'Élodie en appréciation. « Vous avez fait ça à la fête », commenta François, l'observant. « Quoi ?» Fermez les yeux. Quand vous avez commencé à jouer du piano, vous avez fermé les yeux comme si vous vous transportiez ailleurs. Élodie sourit, un peu embarrassée. « C'est une habitude. Ma mère disait toujours que, pour vraiment sentir la musique, nous devons faire taire le monde extérieur et écouter uniquement avec l'âme. Votre interprétation, commença François, hésitant. C'était comme si vous connaissiez l'histoire derrière les notes, comme si vous compreniez exactement ce que ma grand-mère ressentait quand elle a composé cette pièce. Et que ressentait-elle ? Demanda Élodie doucement. François prit une longue gorgée de vin avant de répondre. Du regret, de la nostalgie, un amour qui n'a jamais eu la chance de s'épanouir complètement. Du moins, c'est ce que j'ai toujours ressenti dans la musique, même sans connaître les détails. Un silence contemplatif s'établit entre eux tandis qu'ils continuaient leur repas. Élodie sentit qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important, une révélation qui pourrait changer non seulement sa compréhension du passé, mais aussi le cours de son avenir. « J'ai parlé à René Valmont aujourd'hui, » dit-elle finalement, changeant légèrement de sujet. François leva les yeux de son assiette, une expression indescriptible traversant son visage. « Et il veut que j'enregistre un album. Des musiques classiques et quelques compositions originales. Il a dit que je pouvais être la nouvelle voix du piano français. »« C'est merveilleux, » répondit François, bien que son ton ne corresponde pas aux mots. « Vous méritez la reconnaissance. »« Mais cela signifie que je devrais déménager à Paris, » continua Élodie. « Quitter ma vie à Beaumont-sur-Mer, mes élèves, ma routine. Votre mère, » compléta François. « Oui. Bien qu'elle ait été extrêmement heureuse quand je lui ai dit, elle a dit qu'il était temps pour moi de suivre mon destin, quoi que cela signifie. » François se pencha en avant, tenant son verre. De vin comme s'il s'agissait d'un talisman. « Et que voulez-vous, Élodie? Vraiment ?» La question la prit par surprise. Au milieu de l'excitation des dernières 24 heures, elle ne s'était pas vraiment interrogée sur ses propres désirs. « Je veux jouer, » répondit-elle finalement avec une simplicité désarmante. « Je veux que les gens ressentent à travers ma musique ce que je ressens quand je joue. Je veux explorer ce don que j'ai reçu et voir jusqu'où il peut me mener. Même si cela signifie vous éloigner de vos racines, je ne vois pas cela comme un éloignement, » réfléchit Élodie. « Je le vois comme une expansion. Mes racines seront toujours là, mais les arbres doivent grandir vers le ciel, n'est-ce pas ?» François sourit, sincèrement impressionné par sa sagesse. « Vous êtes surprenante, Élodie Dubois. Vous arrivez dans ce monde complètement nouveau, affrontez le mépris et les préjugés, et pourtant vous gardez votre essence intacte. Ne soyez pas si impressionné, » rit-elle. « Je suis terrifiée à l'intérieur. Cette ville, cette vie, tout semble trop grand et effrayant pour une fille de province. »
Vous n'êtes pas seulement une fille de province, répondit François, avec une soudaine gravité. Vous êtes une artiste extraordinaire avec un don rare, et je pense que découvrir la connexion entre votre mère et ma grand-mère peut être important non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour définir nos avenirs. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans la façon dont François parlait qui suggérait un dessein plus grand, comme si leur rencontre n'était pas une simple coïncidence. « Que proposez-vous alors » demanda-t-elle. « Un voyage, » répondit François, sans hésitation, à Beaumont-sur-Mer ce week-end, pour parler à votre mère personnellement, pour comprendre comment elle a connu ma grand-mère et pourquoi elle a reçu l'une de ses compositions les plus personnelles. Élodie cligna des yeux surprise par la suggestion. « Vous voulez aller à Beaumont-sur-Mer avec moi ?»« Si vous me le permettez, » répondit-il. « Je promets de me comporter comme un être humain décent cette fois. » Il y avait un léger ton d'autodérision dans sa voix qui fit sourire Élodie. Il était difficile de concilier ce François, curieux, vulnérable, presque charmant, avec l'homme arrogant de la fête. Et vos engagements? Montclair Tech peut-elle survivre sans son vice-président pendant un week-end? Elle devra survivre, répondit-il avec détermination. Certaines choses sont plus importantes que des tableurs et des réunions de conseil. Élodie réfléchit un moment. L'idée de retourner à Beaumont-sur-Mer avec François Montclair semblait surréaliste, presque comique. Que penserait sa mère? Que diraient les voisins en voyant l'un des hommes les plus riches de France dans leur modeste rue? Mais, en même temps, elle sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Quelque chose qui expliquerait non seulement l'origine de Lamentation des eaux dans sa vie, mais aussi l'étrange connexion qu'elle avait ressentie avec la musique depuis la première fois qu'elle l'avait entendue. « D'accord », décida-t-elle finalement. « Allons à Beaumont-sur-Mer ce week-end, mais je dois prévenir ma mère d'abord. »« Bien sûr », convint François, une lueur d'anticipation dans ses yeux. « Et René, vous accepterez sa proposition ?»« Oui », répondit Élodie après un moment d'hésitation. « Je signerai le contrat demain, mais j'ai demandé quelques semaines avant de commencer officiellement. J'ai besoin d'organiser ma vie à Beaumont-sur-Mer, de dire au revoir correctement à mes élèves. » « Compréhensible, » acquiesça François. « Et où comptez-vous rester à Paris, chez votre amie Amélie ?»« Pour l'instant, » répondit Élodie, « jusqu'à ce que je trouve un endroit que je puisse louer. Amélie a dit qu'elle pourrait m'aider à chercher quelque chose dans Saint-Germain-des-Prés ou le Marais. » François semblait vouloir dire quelque chose, mais se retint. Au lieu de cela, il leva son verre pour un nouveau toast. « Au nouveau départ, » dit-il, la regardant intensément. « Au nouveau départ, » répondit Élodie, sentant que ces mots portaient un poids et une promesse qui allaient bien au-delà du moment présent. Tandis qu'ils dînaient et conversaient, une nouvelle compréhension commençait à s'épanouir entre eux, pas seulement sur le mystère qui les unissait, mais aussi sur le potentiel de ce qu'ils pourraient construire ensemble à partir de cette improbable rencontre que le destin avait orchestrée. À l'extérieur du restaurant, la nuit parisienne pulsait avec son énergie caractéristique. Les voitures passaient, les gens marchaient pressés, la ville continuait son rythme frénétique. Mais à l'intérieur du Crillon, dans le petit monde créé à leur table, le temps semblait s'écouler différemment, comme les notes d'une composition qui commençait à peine à être écrite. La route qui serpentait entre les collines de Provence était une invitation à la contemplation. Quittant l'autoroute principale, le chemin se rétrécissait et les virages devenaient plus prononcés, révélant à chaque tournant une nouvelle perspective du paysage imposant. Le ciel d'un bleu intense contrastait avec le vert des collines et l'ocre de la terre, créant un décor qu'Élodie connaissait intimement, mais qui l'émouvait toujours. À ses côtés, François conduisait avec attention, les yeux protégés par des lunettes de soleil, les mains sûres sur le volant de la voiture de sport qu'ils avaient louée à Lyon. Contre toutes les attentes d'Élodie, il avait insisté pour conduire personnellement, refusant l'offre de son assistant d'engager un chauffeur. « C'est un paysage extraordinaire », commenta-t-il tandis qu'il contournait un autre virage serré. « Je comprends pourquoi cela vous a manqué à Paris. »« Ce sont des mondes complètement différents, » répondit Élodie, observant une petite chapelle au sommet d'une colline distante. « J'aime l'énergie de Paris, la sensation de possibilités infinies, mais ici, je respire plus profondément. »
Il était parti tôt ce samedi matin. François était venu la chercher à l'appartement d'Amélie à 5 heures et ils avaient pris le premier vol pour Lyon. Maintenant, peu après midi, ils approchaient de Beaumont-sur-Mer. « Nerveuse ?» demanda François, remarquant comment elle jouait nerveusement avec la bandoulière de son sac. « Un peu, » admit Élodie. « Je n'ai jamais amené quelqu'un comme ça. Je veux dire, je ne suis jamais rentré chez moi avec quelqu'un comme... »« Quelqu'un comme moi ?» compléta-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Quelqu'un d'extérieur à mon monde, » corrigea-t-elle, bien qu'elle sût que ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire. « Et je suis anxieuse de comprendre toute cette histoire. Ma mère a semblé étrange au téléphone quand j'ai mentionné votre nom. Elle sait que je viens ? » « Oui. Elle a simplement dit « Alors c'est finalement arrivé » et a changé de sujet. Typique d'elle, quand elle ne veut pas parler de quelque chose qui la dérange. François haussa les sourcils, intrigué. « C'est finalement arrivé ? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je n'en ai aucune idée, » soupira Élodie. « Mais j'ai le sentiment que nous sommes sur le point de le découvrir. » Quand ils arrivèrent, finalement aux limites de Beaumont-sur-Mer, Élodie ressentit cette sensation familière de retour au foyer. La ville provençale, avec ses églises, ses maisons de pierre et ses rues pavées qui montaient et descendaient les coteaux, était comme un portail vers une autre époque. Des touristes se promenaient dans les rues du centre, admirant l'architecture préservée et visitant les musées et les églises, tandis que les habitants locaux suivaient leur routine à un rythme plus tranquille que celui de la capitale parisienne. « C'est comme être dans un autre siècle », commenta François, réduisant la vitesse pour se naviguer dans les rues étroites et irrégulières. « Je peux imaginer ma grand-mère ici, trouvant l'inspiration pour ses compositions. »« Elle restait dans le centre ?» demanda Élodie, curieuse. « Je n'en suis pas sûr, » répondit François. « Je sais seulement qu'elle avait une petite maison où elle venait périodiquement, après qu'elle soit partie, mon grand-père a vendu la propriété. Je n'ai jamais su exactement où elle se trouvait. » Élodie guida François à travers les rues familières jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un quartier résidentiel éloigné du centre touristique. Les maisons ici étaient simples, peintes de couleurs vives, avec de petits jardins et des terrasses où des personnes âgées s'asseyaient sur des chaises berçantes, observant le mouvement. « C'est ici », indiqua-t-elle, pointant vers une maison, bleu clair à 2 étages avec un petit portail en fer. « Doux foyer ». François gara la voiture devant la maison, attirant des regards curieux des voisins. Il n'était pas courant de voir un véhicule de ce type dans cette rue tranquille. « Prête ?» demanda-t-il, coupant le moteur. Élodie acquiesça, un mélange d'anxiété et d'attente faisant accélérer son cœur. Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'au portail. Avant qu'ils ne puissent le toucher, la porte de la maison s'ouvrit et une femme d'âge moyen apparut sur la terrasse. Céline Dubois avait le même port élégant que sa fille, les mêmes cheveux noirs, bien que maintenant parsemés de fils argentés. Ses yeux, cependant, étaient différents, d'un bleu si intense qu'il semblait absorber la lumière environnante. Elle portait une jupe longue en coton et un chemisier simple, mais il y avait une dignité naturelle dans sa posture qu'aucun vêtement griffé ne pourrait conférer. « Maman !» s'exclama Élodie, courant pour l'embrasser. Céline serra sa fille avec force, fermant les yeux un moment, comme si elle savourait le contact. Quand elles se séparèrent, son regard se dirigea directement vers François, qui restait debout près du portail, soudainement conscient de son costume coûteux et de ses chaussures italiennes qui semblaient absurdement déplacées dans ce décor. « Madame !»« Dubois !» salua-t-il, s'approchant et tendant la main. « Je suis François Monclerc. Merci de nous recevoir. » Céline l'observa un long moment, une expression indescriptible sur son visage. « Vous avez ses yeux, » dit-elle finalement, ignorant la main tendue et allant directement l'embrasser. François se raidit de surprise, peu habitué à des démonstrations aussi spontanées d'affection. Lentement, il se détendit et rendit l'étreinte, sentant une étrange familiarité avec cette femme qu'il venait de rencontrer. « Les yeux de qui ?» demanda-t-il, confus. « De Cécile, bien sûr, » répondit Céline, comme si c'était évident. « Venez, entrez. Le déjeuner est presque prêt et nous avons beaucoup à discuter. » Élodie et François échangèrent des regards perplexes tout en suivant Céline à l'intérieur de la maison. L'intérieur était accueillant et simple, avec des meubles anciens bien conservés et des murs décorés de photographies de famille
et quelques aquarelles encadrées. Au centre du salon, dominant l'espace, se trouvait un piano droit ancien avec des marques d'usage qui témoignaient d'années de pratique quotidienne. « Asseyez-vous » indiqua Céline, pointant vers le canapé, tandis qu'elle disparaissait dans la cuisine. « Je vais vous apporter quelque chose à boire. » « Elle connaissait votre grand-mère, » murmura Élodie dès qu'ils furent seuls, « et apparemment bien plus que nous ne l'imaginions. » François acquiesça, traitant encore l'étreinte inattendue et le commentaire sur ses yeux. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant sur les photographies. L'une d'elles en particulier attira son attention. Une jeune Céline aux côtés d'une femme élégante aux cheveux gris, toutes deux assises devant un piano. Il se leva rapidement et s'approcha de la photographie, son cœur s'accélérant. « C'est elle, dit-il, la voix étouffée par l'émotion. C'est ma grand-mère. » Élodie le rejoignit, observant l'image avec fascination. Quand a-t-elle été prise? « Je ne sais pas exactement, mais elle semble être des années 80, répondit François, étudiant les détails. Ma grand-mère avait déjà les cheveux complètement blancs, ce qui est arrivé vers ses 55 ans. Votre mère n'était qu'une adolescente, observa Élodie, notant la jeunesse de Céline sur la photographie, presque de mon âge actuel. Céline revint avec un plateau contenant une carafe de jus de fruits et 3 verres. Elle remarqua immédiatement où leur attention était focalisée. « Été 1984, dit-elle, posant le plateau sur la table basse. C'est quand j'ai connu Cécile. Comment est-ce arrivé? Demanda François, se rasseyant, maintenant complètement absorbé. Céline servit le jus dans les verres avant de répondre. Il y avait une délibération dans ses mouvements, comme si elle organisait mentalement une histoire qu'elle gardait pour elle depuis longtemps. « J'avais 16 ans, commença-t-elle, s'asseyant dans un fauteuil face à eux. J'avais perdu mes parents, un dans un accident 6 mois plus tôt, et je vivais avec ma tante Jeanne, qui était assez stricte et n'approuvait pas mon amour pour la musique. Elle considérait le piano comme une chose de riche et pensait que je devrais me concentrer sur l'apprentissage de compétences utiles pour obtenir un bon emploi. » Élodie écoutait attentivement. Sa mère parlait rarement de cette période de sa vie, et chaque détail était une révélation. « Un après-midi, continua Céline, je me suis enfuie de la maison après une dispute particulièrement violente avec ma tante. J'ai marché sans but pendant des heures, pleurant, me sentant complètement seule au monde. J'ai fini par m'arrêter devant une petite maison sur le chemin de l'église. De l'intérieur venait la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Un piano joué avec tant d'émotion qu'il semblait parler directement à mon âme. » Elle s'arrêta, prenant une gorgée de jus, ses yeux momentanément perdus dans les souvenirs. Je suis resté là, debout sur le trottoir, écoutant, complètement hypnotisé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais à un moment, donné, la musique s'est arrêtée et la porte s'est ouverte. C'était Cécile. Elle m'a vu là, une adolescente aux yeux rouges d'avoir tant pleuré, et a simplement dit « Entre, ma chérie. Il semble que tu aies besoin de musique autant que moi. » François sourit, reconnaissant sa grand-mère dans ce geste. Cela ressemble exactement à quelque chose qu'elle ferait. Elle était extraordinaire, convint Céline. Ce même jour, nous avons découvert que nous partagions plus que l'amour de la musique. Nous faisions toutes deux face à des pertes profondes. Moi, mes parents. Elle, eh bien, elle n'a jamais précisé exactement, mais il y avait une tristesse dans ses yeux quand elle parlait de Paris, du passé, de choix qu'elle ne pouvait pas défaire. L'abandon de sa carrière, suggéra François. J'ai toujours soupçonné qu'elle n'était pas complètement en paix avec cette décision. Céline le regarda directement, une expression énigmatique sur son visage. Peut-être, ou peut-être, quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé une amitié improbable. J'allais chez elle presque tous les jours après l'école. Elle m'a enseigné des techniques de piano que je n'aurais jamais apprises par moi-même, m'a prêté des partitions, m'a raconté des histoires de sa carrière internationale. « Et Lamentation des eaux ?» demanda Élodie. « Comment vous est-elle » Parvenue, le visage de Céline s'adoucit au souvenir. C'était un cadeau d'adieu. Après presque 1 an de leçons et de conversations, Cécile a annoncé qu'elle retournait définitivement à Paris. Sa santé se détériorait et elle avait besoin d'être près de sa famille. Lors de notre dernière rencontre, elle m'a remis une enveloppe avec la partition manuscrite. Elle a dit que c'était une composition spéciale qui n'avait jamais été publiée et qu'elle aimerait que je la garde. A-t-elle dit pourquoi ? Demanda François de plus en plus intrigué.
Elle a dit que la musique racontait une histoire importante et qu'un jour, je comprendrais sa véritable signification, répondit Céline. Elle a aussi dit que, quand le moment serait venu, je saurais à qui la transmettre. Et vous l'avez transmise à moi, conclut Élodie, comprenant finalement. Parce que j'ai vu en toi la même connexion avec les notes que Cécile avait, confirma Céline. La même capacité à transformer des partitions en émotions pures. Un silence contemplatif tomba sur la pièce, tandis que tous traitaient les révélations. Finalement, François exprima la question qui planait dans son esprit depuis le début. « Pourquoi ma grand-mère vous a-t-elle choisi, vous spécifiquement, pour recevoir l'une de ses compositions les plus personnelles? Ce n'était pas seulement de l'amitié, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de plus. » Céline se leva et marcha jusqu'à un petit secrétaire dans le coin du salon. Elle ouvrit un tiroir et en retira une enveloppe jaunie par le temps. « Cécile m'a demandé de remettre ceci à un membre de la famille Moncler, si un jour l'un de vous venait à moi en me posant des questions sur elle, » dit-elle, tendant l'enveloppe à François. Elle a dit que je saurais quand le moment serait venu, et je pense que ce moment est arrivé. Avec des mains légèrement tremblantes, François accepta l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant, avec la calligraphie élégante qu'il reconnut immédiatement comme étant celle de sa grand-mère. Une lettre écrite des décennies auparavant, adressée à lui, attendant patiemment le moment d'être lue. « Je ne sais pas ce qui est écrit là-dedans, » continua Céline. « Cécile a scellé l'enveloppe devant moi et m'a demandé de respecter sa vie privée. Je confesse que pendant des années, j'ai été tenté de l'ouvrir, surtout après que j'ai appris son départ. Mais une promesse est une promesse. » François regarda l'enveloppe dans ses mains, sentant son poids émotionnel. Quels que soient les secrets qu'elle contenait, sa grand-mère les avait jugés assez importants pour les préserver au-delà de son propre temps. « Souhaitez-vous un moment seul pour lire ?» demanda Céline gentiment. « S'il vous plaît, » répondit-il, la voix légèrement rauque d'émotion. « Viens, Élodie, » appela Céline se levant. « Allons finir de préparer le déjeuner et donnons à François l'espace dont il a besoin. » Mère et fille quittèrent la pièce, laissant François seul avec la lettre et ses pensées. Il regarda encore une fois son nom dans la calligraphie de sa grand-mère, respira profondément et avec précaution ouvrit l'enveloppe scellée il y a tant d'années. Dans la cuisine, tout en coupant des légumes pour la salade, Élodie observait sa mère avec une curiosité renouvelée. Il y avait tant de couches dans son histoire qu'elle n'avait jamais soupçonné, des secrets gardés pendant des décennies qui commençaient maintenant à émerger. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? »« De Cécile ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi tout ce mystère autour de Lamentation des eaux ?» Céline sourit tristement tout en remuant une casserole sur la cuisinière. « Certaines histoires ne nous appartiennent pas complètement, ma fille. La connexion entre Cécile et moi. Il y avait des éléments qui n'étaient pas les miens à partager. » « Quels éléments ?» insista Élodie. Céline regarda en direction du salon, où François lisait en silence la lettre de sa grand-mère. « Je pense qu'il est en train de le découvrir maintenant, et s'il veut le partager avec toi après, ce sera son choix. » Dans le salon, François terminait de lire la dernière page de la longue lettre, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les révélations contenues dans ces pages jaunies étaient plus profondes et plus impactantes que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Des histoires d'amour interdit, de choix douloureux, de sacrifices et de regrets. Des secrets familiaux soigneusement gardés pendant des décennies qui, maintenant révélés, jetaient une nouvelle lumière sur tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur lui-même. Il plia soigneusement les pages et les remit dans l'enveloppe. Il se leva, se sentant simultanément épuisé et étrangement léger, comme si un poids qu'il ne savait même pas porter avait été retiré de ses épaules. Il marcha jusqu'à la cuisine, où Élodie et Céline conversaient à voix basse, tout en préparant le repas. Toutes deux se tournèrent vers lui, l'inquiétude évidente dans leurs regards. « Tout va bien ?» demanda Élodie, remarquant ses yeux rouges. « Non », répondit François avec sincérité, « mais ça ira. » Il regarda Céline, une nouvelle compréhension dans son regard. « Merci d'avoir gardé cela toutes ces années, d'avoir respecté ses souhaits. Je l'aimais comme la mère que j'avais perdue, » répondit simplement Céline. « J'aurais gardé ses secrets pour toujours, si nécessaire. »
« Je comprends maintenant pourquoi Lamentation des eaux me parle si profondément, » dit François. « Pourquoi j'ai été si bouleversé en entendant Élodie la jouer cette nuit-là. Ce n'était pas seulement une composition, c'était une confession. Une histoire vraie codée en notes musicales. Une histoire qui est maintenant aussi la vôtre, » observa Céline. « Oui, » convint François, regardant Élodie avec une expression complexe, et qui, d'une manière étrange et merveilleuse, nous a connectés à travers le temps et l'espace. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans la façon dont François la regardait maintenant, un mélange d'admiration, de gratitude et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. « Mangeons », suggéra Céline, brisant le moment. « Le repas est prêt et les conversations importantes coulent toujours mieux l'estomac plein. » Tandis qu'il se dirigeait vers la petite salle à manger, Élodie ne put s'empêcher de remarquer combien François semblait différent, comme si, en l'espace de quelques minutes, il avait subi une transformation profonde. Quoi qu'il y ait, que dans cette lettre, cela avait touché quelque chose de fondamental dans son essence. Et d'une certaine façon, elle savait que les révélations de ce jour ne faisaient que commencer. L'après-midi avançait lentement sur Beaumont-sur-Mer, le soleil d'automne teintant les collines de tons dorés qui justifiaient le nom historique de la région. Après le déjeuner, Céline suggéra qu'ils se promènent un peu, montrant à François les lieux qui avaient été significatifs dans son amitié avec Cécile. Elle disait souvent que Beaumont-sur-Mer avait la même essence que les villes italiennes où elle s'était produite, commenta Céline tandis qu'il montait une rue pavée. La même sensation de temps suspendu, d'histoire vivante dans les pierres. François acquiesçait, absorbant chaque détail. Depuis la lecture de la lettre, une quiétude contemplative s'était installée sur lui. Élodie l'observait du coin de l'œil, curieuse des révélations qui avaient provoqué une telle transformation, mais respectant son silence. « C'est ici », annonça Céline, s'arrêtant devant une petite maison à façade blanche, avec des fenêtres bleues situées dans une rue tranquille, avec vue sur la vallée. La maison de Cécile. François inspira profondément, comme s'il essayait de capturer quelque chose d'invisible dans l'air. « Elle aimait cet endroit », murmura-t-il. Dans la lettre, elle disait que c'était les moments les plus paisibles de sa vie adulte. « Qui habite ici maintenant ?» demanda Élodie, admirant l'architecture simple mais élégante de la construction. « Une famille de Paris qui l'utilise comme maison de vacances, » répondit Céline. « Ils viennent seulement quelques fois par an. » François s'approcha de la petite clôture qui séparait le trottoir du jardin avant. « C'est ici qu'elle a composé Lamentation des eaux ?» « Oui, » confirma Céline. « À l'été 1984, elle passait des heures au piano, travaillant sur les mêmes phrases musicales, les affinant jusqu'à atteindre l'expression exacte de ce qu'elle ressentait. Parfois, je m'asseyais simplement et écoutais, fasciné par le processus créatif. « Vous a-t-elle expliqué la signification de la pièce ?» demanda François. Un sourire mélancolique se forma sur les lèvres de Céline. Pas explicitement. Elle a seulement dit que c'était à propos de choix, de regrets et de la beauté des choses qui auraient pu être. Ils continuèrent la promenade, descendant vers le centre historique. Le mouvement augmentait à mesure qu'ils approchaient des attractions touristiques, avec des visiteurs prenant des photos des églises et des maisons, tandis que les habitants locaux suivaient leur routine à un rythme plus tranquille que celui de la capitale parisienne. « Que vas-tu faire avec la lettre ?» demanda finalement Élodie, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. François la regarda, réfléchissant à la question. « Je suis encore en train de traiter tout cela. Certaines révélations sont troublantes, d'autres étonnamment libératrices. » « Libératrice comment ?» Il s'arrêta, se tournant pour la regarder complètement. « Comme découvrir que je n'ai pas besoin d'être qui j'ai toujours pensé devoir être, qu'il y a d'autres chemins possibles. » Élodie sentit le poids de ces mots, comprenant que, quoi qu'il y ait écrit dans la lettre, cela avait ébranlé les fondations de l'identité de François. « Je vais visiter l'église », annonça Céline, montrant l'imposante construction devant eux. Cécile adorait l'acoustique là-bas. Vous voulez venir ou préférez-vous continuer à discuter ? Je pense que nous avons besoin d'un moment, répondit François, échangeant un regard avec Élodie. Céline acquiesça, compréhensive. Je vous retrouve au café de la place dans 1 heure, alors. Quand ils furent seuls, François suggéra qu'il s'assoie sur un banc de place avec vue sur la vallée. Pendant quelques minutes,
Ils restèrent silencieux, observant le magnifique paysage des collines provençales. « Ma grand-mère a eu un grand amour avant mon grand-père », dit finalement François, sa voix basse et contrôlée. Un musicien français qu'elle a rencontré lors d'une tournée en Europe au début des années 50. Élodie écouta attentivement, sentant qu'elle était sur le point de comprendre le mystère qui les avait amenés jusqu'ici. Antoine Martin. Un violoniste talentueux, mais d'origine modeste. Ils sont tombés éperdument amoureux contre toutes les attentes et conventions sociales de l'époque. Ils prévoyèrent de se marier, de construire une vie ensemble basée sur leur passion commune pour la musique. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Élodie. François soupira, regardant l'horizon. Sa famille est intervenue. Les Montclair étaient déjà puissants à cette époque et n'accepteraient pas que leur fille épouse un musicien sans fortune ni relation. Ils ont arrangé un mariage avec mon grand-père, Édouard Montclair, un jeune homme d'affaires prometteur. Elle a été forcée de se marier. Pas exactement forcée, expliqua François, mais pressée, manipulée. Ils ont fait en sorte qu'il paraisse qu'Antoine l'avait trahi. Ont forgé des preuves, l'ont isolée jusqu'à ce que, dévastée et désillusionnée, elle accepte le mariage arrangé. « Quelle horreur !» murmura Élodie, imaginant la douleur de cette jeune pianiste. Des années plus tard, elle a découvert la vérité. Qu'Antoine ne l'avait jamais trahi, que tout était un mensonge élaboré pour les séparer, mais c'était trop tard. Elle était déjà mariée, avec des enfants, mon père et mes oncles. Antoine avait quitté le pays dévasté et construit une nouvelle vie ailleurs. Élodie sentit un frisson d'anticipation. « À Beaumont-sur-Mer » François la regarda, surpris. « Comment avez-vous deviné ?»« Je commence à voir les connexions, » répondit-elle. « Continuez. »« Oui, à Beaumont-sur-Mer. Des années après le mariage, avec les enfants déjà grands, ma grand-mère a découvert par hasard qu'Antoine s'était établi ici, ouvrant une petite école de musique. Elle a commencé à visiter la ville secrètement, quelquefois en disant à la famille qu'elle avait besoin de temps seul pour composer. Et ils se sont retrouvés, conclut Élodie. Oui, brièvement. Selon la lettre, ce furent seulement quelques rencontres furtives, des conversations sur ce qui aurait pu être, avant qu'Antoine ne parte. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Élodie, bien qu'elle suspectât déjà la réponse. « Une maladie soudaine et agressive, » répondit François. « Ma grand-mère est arrivée à Beaumont-sur-Mer pour l'une de ses visites seulement pour découvrir qu'il n'avait que quelques mois à vivre. »« Lamentation des eaux » murmura Élodie, les pièces s'assemblant. « A été composée pendant cette période. Oui, une élégie pour l'amour perdu, pour les possibilités qui ne se sont jamais concrétisées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. » François fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour la prochaine révélation. Antoine avait une fille. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent de compréhension. « Ma mère » chuchota-t-elle. « Exactement. Céline Martin qui plus tard deviendrait Céline Dubois en épousant votre père. La jeune fille que ma grand-mère a trouvée en pleurs devant sa maison, à qui elle a décidé d'enseigner le piano, avec qui elle a formé un lien si profond qu'il a transcendé sa propre relation avec Antoine. Alors ma mère est la fille du grand amour de ma grand-mère, compléta François. Et il y a plus. Antoine et ma grand-mère ont eu une brève retrouvaille avant de se séparer définitivement lors de cette tournée en Europe. 9 mois plus tard naissait mon père. Élodie eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Votre père était le fils d'Antoine, pas de votre grand-père. Selon la lettre de ma grand-mère, oui, elle n'a jamais révélé la vérité à personne, ni à mon grand-père, ni à mon père. Elle a emporté ce secret dans la tombe, ou presque. Elle a laissé cette lettre pour que moi, spécifiquement, je découvre un jour la vérité. Pourquoi vous ? Un sourire triste se forma sur le visage de François. Parce que, selon elle, j'étais le seul qui avait hérité non seulement de ses yeux, mais aussi de son âme musicale. Le seul qui pourrait vraiment comprendre les choix qu'elle a faits, les sacrifices, les regrets. Alors vous et ma mère êtes demi-frères et sœurs, confirma François. Techniquement, mon père et votre mère sont demi-frères et sœurs, ce qui nous rend cousins, je suppose. La généalogie exacte n'importe pas autant que le fait qu'il y a un lien de sang entre nous. C'est un lien qui explique peut-être pourquoi la musique de ma grand-mère résonne si profondément dans votre famille. Pourquoi vous avez ce don extraordinaire qui semble venir de la même source que mon propre talent abandonné. Élodie resta silencieuse, absorbant les révélations.
Toute sa vie, toute son identité, soudainement recontextualisée par une histoire d'amour tragique qui s'était produite des décennies avant sa naissance. « Ma mère sait-elle tout cela ?» demanda-t-elle finalement. « Je pense qu'elle le soupçonne. Au moins partiellement, » répondit François. « Dans la lettre, ma grand-mère mentionne qu'elle n'a jamais explicitement dit la vérité à Céline, mais qu'elle a laissé suffisamment d'indices pour qu'elle puisse assembler les pièces, si elle le voulait. C'est pour ça qu'elle n'avait pas l'air surprise de vous voir, » réfléchit Élodie. « Alors c'est finalement arrivé, a-t-elle dit, comme si elle attendait ce moment depuis des années. » Elle l'attendait probablement, convint François, gardant la lettre, la partition, préservant la connexion jusqu'à ce que le moment approprié arrive. Et il est arrivé quand j'ai joué « Lamentation des eaux » à votre fête d'anniversaire, conclut Élodie, comme si le destin avait tout été orchestré. Ou ma grand-mère, sourit François. Elle était connue pour planifier plusieurs pas en avance. Peut-être que, d'une certaine façon, elle savait qu'un jour nous nous rencontrerions à travers la musique qu'elle a composée. Ils restèrent à nouveau silencieux, contemplant l'ampleur de ces révélations et les nombreuses façons dont elles avaient façonné leur vie sans qu'ils le sachent. « Comment vous sentez-vous » demanda finalement Élodie. François considéra à la question un moment, confus, ébranlé, furieux contre mes grands-parents pour avoir manipulé tant de vies, mais aussi soulagé d'une certaine façon. Soulagé ? De découvrir qu'il y a plus en moi que l'héritage Montclair, que la musique n'était pas seulement un caprice juvénile, mais quelque chose de profondément enraciné dans mon ADN, quelque chose que, peut-être, je n'aurais jamais dû abandonner. Élodie prit instinctivement sa main, un geste de réconfort. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. François regarda leurs mains unies, sentant une connexion qui allait au-delà du contact physique. « Je commence à le croire. Que ferez-vous maintenant? Le dire à votre père ?» Il secoua la tête. « Je ne sais pas. J'ai besoin de traiter tout cela d'abord, de comprendre ce que cela signifie pour moi, pour ma vie. Mon père a 65 ans. Il a construit toute son identité autour du nom Montclair. Je ne sais pas si la vérité le libérerait ou le détruirait. Et Montclair Tech, votre carrière ?» Une lueur déterminée apparut dans les yeux de François. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Continuer sur le chemin prédéterminé ou avoir le courage de suivre ce qui m'appelle vraiment? Comme votre grand-mère aurait dû faire, observa Élodie. Exactement. Peut-être que c'est ma chance de corriger l'erreur qu'elle a commise, de choisir la musique, l'authenticité, la vie que je désire vraiment, pas celle que les autres attendent de moi. Ce serait un changement. Énorme, commenta Élodie, imaginant l'impact d'une telle décision sur la vie de François. Ce le serait, convint-il. Mais après vous avoir entendu jouer, après avoir ressenti à nouveau cette connexion avec la musique que je pensais avoir perdue pour toujours, je ne sais pas si je peux simplement retourner au tableur et aux réunions de conseil. Une idée commença à se former dans l'esprit d'Élodie. Vous savez, je n'ai pas encore officiellement signé le contrat avec René Valmont. J'attendais jusqu'à lundi. Et si nous proposions quelque chose de différent? Quelque chose qui honorerait l'héritage de votre grand-mère et d'Antoine? Qui raconterait cette histoire à travers la musique? François se pencha, en avant intrigué. Qu'avez-vous en tête? Un projet collaboratif, répondit Élodie, l'excitation grandissant dans sa voix. Pas seulement un album solo, mais un duo. Vous revenez au piano, nous travaillons ensemble sur des arrangements modernes de Lamentation des eaux et d'autres compositions de votre grand-mère. Nous créons quelque chose qui unit nos mondes, qui célèbre cette connexion improbable que nous avons découverte. Vous pensez que René accepterait un changement aussi drastique dans le concept? Si le résultat final est assez puissant, pourquoi pas? Et vous avez encore des connexions dans l'industrie, n'est-ce pas? Vous pourriez ouvrir des portes qui seraient normalement fermées pour une pianiste inconnue de province. Un sourire sincère illumina le visage de François pour la première fois depuis la lecture de la lettre. C'est une idée audacieuse. Les meilleures le sont, généralement, répondit Élodie, lui rendant son sourire. Je devrais pratiquer intensément, réfléchit-il. Je suis loin de la forme que j'avais à 16 ans. Je suis sûr que je peux aider avec ça, offrit Élodie. Je suis professeur de piano, rappelez-vous. Une professeure assez exigeante, j'imagine. Seulement avec les élèves qui ont du potentiel, le taquina-t-elle. Le son d'une cloche d'église au loin leur rappela le temps.
Ils avaient convenu de retrouver Céline au café dans 1 heure, et ils approchèrent de la limite. « Nous devrions y aller, » dit Élodie, se levant. « Ma mère nous attendra. » François acquiesça, mais avant qu'ils ne commencent à marcher, il prit à nouveau la main d'Élodie. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi ?»« Pour avoir joué cette musique ce soir-là, pour m'avoir fait me souvenir de qui je suis vraiment, pour m'avoir aidé à trouver un chemin de retour vers quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Élodie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il y avait une sincérité dans ses mots, une vulnérabilité qui contrastait complètement avec l'homme arrogant qu'elle avait rencontré à la fête. « Je pense que nous devons remercier votre grand-mère pour cela, » répondit-elle doucement. « Elle a tout planifié, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » sourit François. « Ou peut-être est-ce simplement le pouvoir de la musique, nous connectant à travers le temps et les circonstances, comme elle l'a toujours fait avec l'humanité. » Ils marchèrent, côte à côte dans les rues pavées, en direction du centre historique où Céline les attendait. Entre eux, quelque chose de nouveau fleurissait, pas seulement le lien familial nouvellement découvert, mais un partenariat créatif, une compréhension mutuelle et peut-être le début de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait encore nommer. L'après-midi doré de Beaumont-sur-Mer les enveloppait comme les notes d'une composition qui commençait à peine à être écrite, pleine de possibilités, de promesses et de la chance de racheter les erreurs du passé à travers les choix du présent. 6 mois plus tard, l'Opéra Garnier de Paris resplendissait dans la nuit parisienne, ses lumières se reflétant dans les flaques laissées par la pluie récente. Des files de personnes élégamment vêtues s'étendaient sur le trottoir, attendant avec impatience l'ouverture des portes pour l'événement le plus commenté de la saison culturelle, la première de Lamentation et Rédemption, le projet collaboratif d'Élodie Dubois et François Moncler. En coulisses, Élodie ajustait le bracelet doré à son poignet, un cadeau de sa mère pour l'occasion. La longue robe de soie bleu foncé, choisie avec l'aide d'Amélie, tombait parfaitement sur son corps, complétant sa peau mate et soulignant la maturité et la confiance qui s'étaient épanouies en elle ces derniers mois. « Nerveuse ?» demanda Amélie entrant dans la loge avec un petit bouquet de fleurs sauvages. « Celles-ci sont de ta mère. Elle vient d'arriver avec Raphaël. » Élodie accepta le bouquet, inhalant le parfum des fleurs qui lui rappelaient sa maison. Un peu nerveuse, oui, mais plus émue, comme si tout s'emboîtait enfin. Les 6 derniers mois avaient été des montagnes russes d'émotions et de transformations. Après le retour de Beaumont-sur-Mer, François avait surpris tout le monde en annonçant un congé temporaire de Moncler Tech pour se consacrer à un projet personnel important. Les tabloïds avaient largement spéculé sur des crises nerveuses, des problèmes de santé ou même une romance secrète, mais la vérité était beaucoup plus profonde et significative. Avec l'intermédiation de Raphaël, Élodie et François avaient présenté leur proposition à René Valmont, un album collaboratif explorant les compositions inédites de Cécile Moncler, culminant avec différentes interprétations et arrangements de Lamentation des eaux. Le producteur, initialement sceptique quant au retour de François au piano après tant de temps, fut rapidement convaincu en les entendant jouer ensemble une version préliminaire de la pièce-titre. « Il y a une chimie indéniable entre vous », avait commenté René après l'audition. « Une conversation musicale qui transcende les notes écrites. C'est exactement le type d'authenticité que le public actuel recherche. » Le processus d'enregistrement fut intense. François se consacra avec une discipline presque obsessionnelle à retrouver sa technique, pratiquant 8, parfois 10 heures par jour. Élodie, en plus de travailler sur ses propres interprétations, devint son professeur et guide, l'aidant à redécouvrir la connexion émotionnelle avec l'instrument qu'il avait abandonné à l'adolescence. Ils travaillèrent en étroite collaboration avec des arrangeurs et des musiciens de soutien, mais le cœur du projet resta le dialogue entre les 2 pianos, celui d'Élodie, lyrique et intuitif, celui de François, précis et profondément émotif. L'histoire de Cécile et Antoine, sans être explicitement mentionnée dans les notes de l'album, imprégnait chaque composition, chaque arrangement, chaque interprétation. 5 minutes, annonça l'assistant de scène, interrompant les souvenirs d'Élodie. « J'y serai, » répondit-elle, ajustant une dernière fois ses cheveux dans le miroir. Quand l'assistant sortit, Amélie s'approcha, posant les mains sur les épaules de son « Amy, tu es radieuse, Rélo.
Tu ne ressembles plus à cette fille timide que j'ai amenée à la fête des Montclair. » Élodie sourit, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Parfois, je ne me reconnais plus moi-même. C'est comme si j'avais trouvé une version de moi qui a toujours existé, mais que je n'avais jamais eu le courage d'embrasser complètement. » « François a-t-il quelque chose à voir avec cette transformation ?» demanda Amélie, avec une lueur de curiosité dans les yeux. « En partie, » admit Élodie. « Mais pas de la façon que tu insinues. Ce que nous avons découvert à Beaumont-sur-Mer a tout changé. » La nouvelle de la parenté entre les familles Dubois et Montclair avait été gardée secrète, partagée uniquement avec un cercle intime qui incluait Amélie, Raphaël et éventuellement le père de François. Ce dernier avait reçu la révélation avec un mélange de choc, d'incrédulité et étonnamment, un soulagement silencieux, comme si une partie de lui avait toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de plus dans son histoire. « Je trouve encore incroyable comme tout s'est emboîté, » commenta Amélie. « Presque comme si mon arrière-grand-mère avait tout orchestré de l'au-delà, » compléta Élodie avec un sourire. François dit la même chose. Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose de plus grand qui connecte tout. Un coup léger à la porte interrompit la conversation. François entra, élégant dans son costume bleu marine, ses cheveux légèrement plus longs que la coupe d'affaires qu'il portait avant, lui donnant un air plus artistique et détendu. « Prêt à faire l'histoire » demanda-t-il, un sourire nerveux sur ses lèvres. « Presque » répondit Élodie, se levant. « Amélie, pourrais-tu nous donner une minute ?»« Bien sûr » accepta l'ami se dirigeant vers la porte. « Je serai au premier rang, vibrant pour vous. » Quand ils furent seuls, François s'approcha, prenant les mains d'Élodie dans les siennes. « Quelque chose me dérange depuis hier, dit-il, l'expression soudainement sérieuse. « Quoi ?» demanda Élodie, inquiète, la transition dans le troisième mouvement de rédemption. « Je m'inquiète qu'elle puisse sembler trop abrupte, que le public ne saisisse pas l'intention émotionnelle. » Élodie rit, soulagée. Toujours le perfectionniste. « La transition est parfaite, François. Nous l'avons répété des centaines de fois. Fais confiance à ce que nous avons construit. » Il acquiesça, mais la nervosité restait visible dans son regard. C'est difficile de croire que nous en sommes arrivés là, qu'en 6 mois, nous sommes passés de parfaits étrangers à « ceci ». Ceci était un mot simple pour quelque chose de complexe et multifacette. Collaborateurs artistiques, oui. Cousins éloignés unis par un secret familial aussi. Mais il y avait plus. Une connexion qui transcendait les définitions faciles. Une compréhension mutuelle qui s'était épanouie pendant les longues journées et nuits de travail commun. « J'ai parlé à Charles aujourd'hui », commenta François. Se référant à son père, « il viendra au concert. »« C'est merveilleux », répondit Élodie, sincèrement heureuse. La relation entre François et son père avait été tendue dans les premiers mois après les révélations, mais elle avait progressivement évolué vers une compréhension plus profonde et honnête. « Il a finalement écouté l'album complet, » continua François. « Il a dit qu'il pouvait entendre ma grand-mère dans chaque note et qu'il est fier du chemin que j'ai choisi. » Les yeux de François brillaient d'émotion contenue. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie à chercher l'approbation paternelle, ces mots représentaient une victoire aussi significative que le succès artistique qu'il commençait à conquérir. « Et Montclair Tech ?» demanda Élodie. « Prévoyez-vous toujours l'annonce officielle après le concert ?» François acquiesça. « Oui, demain, nous annoncerons mon départ permanent du poste exécutif. Je resterai au conseil, bien sûr, mais Michel assumera officiellement. » La vice-présidence. La décision de François de s'éloigner de la gestion directe des entreprises familiales pour se consacrer à la musique avait été progressive, accompagnant sa redécouverte artistique. Ce qui avait commencé comme un congé temporaire s'était transformé en une refonte complète de ses priorités et objectifs de vie. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir si léger en renonçant au contrôle, au pouvoir, » confessa-t-il. « C'est comme si j'avais passé ma vie à porter une valise trop lourde qui n'était même pas vraiment la mienne. Votre grand-mère serait fière, » dit doucement Élodie, « pour que vous ayez eu le courage qu'elle n'a pas eu. » François sourit, serrant légèrement ses mains. « Je n'aurais pas pu faire cela sans vous. Votre musique m'a ramené à la vie, Élodie. Elle m'a rappelé qui je suis vraiment. » Il y avait une intensité dans son regard qui fit accélérer le cœur d'Élodie. Ces derniers mois, ils avaient maintenu leur relation strictement professionnelle et familiale, tous deux conscients des complexités impliquées.
Mais il y avait des moments, pendant des répétitions particulièrement émouvantes, ou des conversations profondes aux petites heures du matin au studio, où quelque chose de plus semblait vouloir émerger entre eux. Le deuxième avertissement retentit, interrompant le moment. « 2 minutes, annonça la voix par l'interphone. « L'heure d'affronter le monde, dit Élodie, lâchant ses mains et ajustant sa posture. « Ensemble, répondit François, offrant son bras. Ils marchèrent côte à côte dans les couloirs du théâtre jusqu'aux coulisses. Le bourdonnement du public remplissant la salle les atteignait, augmentant à chaque pas qu'ils faisaient vers la scène. Au premier rang, Céline et Charles s'asseyaient côte à côte, un rapprochement improbable qui symbolisait la réconciliation de 2 familles et 2 histoires qui avaient été séparées pendant des décennies. Raphaël et Amélie complétèrent le groupe, représentant les nouvelles connexions et amitiés qui s'étaient épanouies à partir de cette nuit fatidique à la fête des Montclair. Les lumières de la salle diminuèrent progressivement, et un silence expectant s'empara du théâtre. L'annonceur présenta les noms d'Élodie et François, provoquant une vague d'applaudissements. « Prête ?» chuchota François, tandis qu'ils attendaient dans l'ombre des coulisses. Élodie respira profondément, sentant un calme surprenant remplacer la nervosité. Plus que jamais. Ensemble, ils entrèrent sur la scène illuminée, accueillis par des applaudissements chaleureux. 2 pianos à queue occupèrent le centre, positionnés l'un en face de l'autre, comme dans un dialogue intime. Élodie s'assit au piano de droite, François à celui de gauche. Ils échangèrent un dernier regard, une communication silencieuse qui contenait tout ce qu'ils avaient vécu et découvert ces derniers mois. Et alors, comme s'ils étaient une seule entité, ils commencèrent à jouer. Les premières notes de Lamentation des eaux remplirent le théâtre, initialement dans l'interprétation traditionnelle qu'Élodie avait jouée cette nuit de fête, mais se transformant rapidement, évoluant avec l'entrée de François. Le dialogue entre les 2 pianos racontait une histoire qui transcendait les mots, de pertes et de découvertes, de secrets révélés, de chemins qui se sont séparés seulement pour se retrouver des décennies plus tard à travers de nouvelles générations. Dans le public, Céline tenait discrètement la main de Charles, tous deux avec des larmes aux yeux en reconnaissant dans les notes l'histoire d'amour de Cécile et Antoine, finalement célébrée ouvertement, transformée de tragédie en rédemption à travers l'art de leurs descendants. À mesure que la musique progressait, incorporant des éléments des autres mouvements de l'album, le public était emmené dans un voyage émotionnel qui culminait dans la pièce finale, Rédemption, une composition originale créée par Élodie et François qui, bien que dialoguant avec Lamentation des eaux, offrait une conclusion pleine d'espoir comme si le cercle se refermait enfin. Quand la dernière note résonna dans le théâtre, il y eut un moment de silence absolu, cet espace sacré entre la fin de la musique et le début des applaudissements, quand l'émotion est si palpable qu'elle semble se matérialiser dans l'air. Et puis, comme une vague, le public se leva, dans une ovation retentissante. Élodie et François se levèrent simultanément, unissant leurs mains pour remercier. Le contraste entre eux, la jeune pianiste de province et l'héritier d'Empire, avait été la narration initiale que la presse avait explorée. Mais à ce moment, sous les lumières de la scène, ils étaient simplement 2 artistes unis par une histoire commune, un héritage redécouvert et un avenir qu'ils commençaient à construire ensemble. Après 3 retours sur scène pour remercier les applaudissements inlassables, ils se retirèrent finalement dans les coulisses où ils furent accueillis par des embrassades émues de leurs familles et amis. « C'était parfait », dit Céline, embrassant sa fille les larmes aux yeux. « Cécile et Antoine seraient si fiers. Vous avez transcendé la musique », commenta Raphaël, embrassant François. C'était comme assister à une conversation intime entre âmes. Tandis que la célébration continuait autour d'eux, François attira discrètement Élodie dans un coin plus calme de la loge. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, sortant une petite enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Je l'ai trouvée parmi les partitions de ma grand-mère. Gardez avec la lettre qu'elle m'a remise. » Élodie ouvrit l'enveloppe avec soin, trouvant à l'intérieur une petite photographie en noir et blanc. Elle montrait une jeune Cécile aux côtés d'un homme à l'apparence gentille, tous deux souriant à l'appareil devant une fontaine dans une ville européenne. « Antoine », murmura Élodie, reconnaissant l'homme par les descriptions qu'elle avait entendues.
Mon grand-père. J'ai pensé que vous devriez avoir ceci, dit doucement François, pour compléter l'histoire. Élodie regarda longuement la photographie, voyant dans les visages jeunes et pleins d'espoir le début d'une histoire qui, bien que marquée par la séparation et la tristesse, avait culminé des décennies plus tard dans cette nuit de célébration et de reconnexion. « Merci », dit-elle simplement, gardant la photographie avec soin. Ils se regardèrent en silence un moment, conscients qu'ils étaient à un point d'inflexion. Le projet qui les avait unis était officiellement lancé, le secret familial révélé aux plus proches, les décisions professionnelles prises. Qu'allait-il se passer ensuite? Je pensais, commença François, une hésitation inhabituelle, dans sa voix normalement confiante. Le studio à Megève sera prêt le mois prochain. Je prévoyais de l'utiliser pour le prochain projet, mais peut-être pourrions-nous le transformer en quelque chose de plus permanent. Une école, peut-être, pour de jeunes talents qui, comme vous, n'ont pas accès aux ressources ou connexions nécessaires pour développer leur potentiel. Les yeux d'Élodie brillèrent à cette idée. Une école de musique? Plus que cela, continua François, gagnant en confiance en voyant son enthousiasme. Un centre culturel centré sur la musique, mais ouvert à toutes les formes d'expression artistique. Nous pourrions l'appeler Institut Cécile et Antoine, pour célébrer une histoire d'amour qui a transcendé le temps, compléta Élodie, émue par la proposition. Et pour créer de nouvelles histoires, ajouta François, tenant ses mains. De nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Qu'en pensez-vous? Je pense que votre grand-mère a définitivement tout planifié, rit Élodie, des larmes de joie brillant dans ses yeux. Et je pense que je ne pourrais pas imaginer un plus bel héritage pour l'honorer. À ce moment, entouré par le bourdonnement de la célébration, avec l'écho des applaudissements résonnant encore dans les couloirs du théâtre, Élodie et François sentirent qu'ils avaient enfin trouvé le véritable sens de Lamentation des eaux. Pas seulement une élégie pour ce qui aurait pu être, mais un prélude à ce qui était encore à venir. La musique qui les avait unis continuerait, à couler comme une rivière qui, après avoir contourné des obstacles et parcouru des chemins tortueux, trouve finalement sa destination naturelle. Et dans ce flux, les notes de lamentation se transformeraient progressivement en harmonie de rédemption et d'espoir, reliant passé, présent et futur dans une composition infinie. Tandis qu'ils retournaient rejoindre la célébration avec amis et famille, François et Élodie emportaient avec eux la certitude que certaines histoires, même celles interrompues par la vie, trouvent des moyens de continuer à travers les générations suivantes, et que parfois c'est dans les pauses et les silences, dans ces espaces entre les notes, que la véritable musique de la vie trouve son expression la plus profonde et la plus significative. Plus vous commentez